7h20, vous le connaissez, le rendez-vous juste après le deuxième grand journal de la rédaction de Radio-Télé Pays Guyane. L'invité du 7h de Victor Zamit. Ce matin, Victor, vous recevez Maître Christine Charlot. Un congrès pour favoriser les échanges entre des avocats qui travaillent dans plusieurs territoires. Les écoles des avocats d'Outre-mer et de Corse sont réunies en Guyane en ce moment. Jusqu'à samedi, des formations et des interventions sont organisées autour du thème « L'avocat, acteur d'une justice efficace » avec des professionnels qui viennent donc de Guadeloupe, Martinique ou même Réunion. Objectif, faire de la formation donc sur beaucoup de sujets. Droit de la famille, défense des étrangers ou même procédure pénale, mais aussi donc renforcer les liens entre des avocats qui travaillent à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres les uns des autres. Pour en parler, la bâtonnière de Guyane, Christine Charlot, est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue Christine Charlot. Déjà, c'est quoi ce congrès? Je crois que le dernier, il avait eu lieu en Martinique. Cette fois-ci, c'est ici sur le territoire. Pourquoi en Guyane? Pour dire et pour parler de quoi finalement? Alors pourquoi en Guyane? C'est la 4e édition du congrès des écoles des avocats d'Outre-mer et de Corse. Donc l'idée a émergé il y a 4 ans. Donc avec une première édition, il y a eu Guadeloupe, Martinique, la Réunion et donc aujourd'hui la Guyane. Donc c'était autour de la Guyane. Donc c'est de rassembler en fait les avocats à un moment de l'année, donc de manière annuelle, pour échanger. Donc notamment alors c'est ouvert à tous les avocats bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un congrès Outre-mer et Corse, plus spécifiquement pour rassembler les écoles et rassembler aussi les échanges sur les spécificités de nos territoires. C'est très important qu'on puisse se retrouver aussi même physiquement. Donc on est très heureux d'accueillir en ce moment notamment le bâtonnier de Mayotte et le bâtonnier de Saint-Denis de la Réunion qui vient aussi avec la présidente de son école. Et donc ça permet bien évidemment de resserrer les liens. On est sur des thématiques, donc vous le disiez, sur le thème d'une justice plus efficace. Donc c'est important de le rappeler, l'avocat a une obligation déontologique de formation. Donc c'est très important d'être à la pointe de l'actualité jurisprudentielle, législative, et donc et de confronter finalement les réalités du terrain avec la législation, avec la jurisprudence. On a des pointures aussi en tant que formateur. Oui, donc, d'experts sur des domaines des experts. On a des experts en droit de la famille, en fiscalité de la famille, en procédure pénale, en droit des étrangers. Enfin, donc tous les domaines, c'est vraiment des pointures. Donc ça permet, bien évidemment, parce que souvent les avocats travaillent un petit peu dans l'urgence, mais là on va dire le temps s'arrête quelques heures pour pouvoir apporter et parfois finalement on a l'impression de perdre du temps pour aller en formation, mais parfois on en gagne en fait parce que on débloque des situations, on débloque des problématiques juridiques avec les experts et c'est aussi un temps d'échange qui permet d'améliorer certaines pratiques. Donc il y a que du positif à organiser ce congrès qui se passe très bien. On a à peu près 80, qui a commencé depuis lundi, qui a 80 participants. Donc avec Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte. On a aussi des avocats parisiens de différentes régions de France. Dans une ambiance très conviviale. Donc et puis en plus ils découvrent le territoire guyanais avec plaisir. C'est du 2 en 1. Sur le besoin de formation, Christine Charlot, faut savoir, et vous avez commencé à le dire, que tous les avocats qui sont inscrits à un barreau doivent suivre des formations. Je crois que c'est à peu près une vingtaine d'heures de formation par an. Ouais, c'est bien ça. Voilà. À quel point c'est vraiment indispensable en fait quand on est avocat, justement d'avoir ce genre de formation pour se tenir un petit peu au courant tout au long de sa carrière et avoir et être le plus compétent possible, on va dire, pour ses clients. Alors c'est très important parce qu'on a une obligation de compétence. Donc c'est pour ça que l'obligation de formation, d'ailleurs il y a une réforme en fin d'année dernière qui dit que finalement si on ne respecte pas ces obligations de formation, on peut être omis d'un barreau. Donc c'est pas négligeable. Oui, c'est obligatoire. Donc il y a ces 20 heures. Donc on fait les ordres font des contrôles justement du respect des heures de formation. Donc vous le disiez, 20 heures par an. Si on n'accomplit pas ces 20 heures, il y a une souplesse pour effectuer les 40 heures dans les 2 années. Oui. Mais effectivement, c'est indispensable parce que il y a des droits plus d'autres qui sont en mouvance un peu plus rapide législative que d'autres, comme le droit du travail où il y a beaucoup de changements. Mais
il y a beaucoup de réformes aussi en droit des étrangers, etc. Et c'est vrai que nous avons l'obligation de suivre et on engage bien évidemment notre responsabilité dans les procédures que l'on fait pour nos clients. Donc, pour ne pas avoir à relire chaque année l'intégralité du code civil, du code pénal, du code du travail, ce serait un peu long. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça permet de cibler les points de réforme. On a une réforme aussi de la procédure d'appel qui est une procédure très technique avec des délais, avec des changements de délais, etc. Donc c'est vrai que c'est important de faire des récapitulatifs pour finalement faciliter aussi le suivi législatif et jurisprudentiel. Alors formation obligatoire, donc mais il y a quand même beaucoup d'avocats qui disent que c'est difficile, ça prend du temps, surtout pour ceux qui ont leur propre cabinet. Oui. Je vais vous poser la même question qu'a posé le barreau de Paris il y a pas longtemps aux avocats parisiens. Est-ce que la formation c'est plutôt une corvée, un devoir ou un réel plaisir, Christine Charlot? Alors, je dirais, quand on est dans l'urgence, en étant parfaitement sincère, ça peut paraître pour l'avocat qui a un rythme effréné d'audience tous les jours, qui est seul dans son cabinet, qui n'a pas de secrétariat, qui n'a pas de collaborateur, ça peut être parfois un peu la corvée parce que justement il y a cette menace entre guillemets d'omission sur les 20 heures, mais finalement quand on fait cet effort, alors c'est avant tout là je dis c'est le ressenti, ça peut être le ressenti de l'avocat, mais c'est quand même avant tout un devoir. D'accord. C'est une obligation, donc il y a pas de question à se poser. Donc c'est un devoir. Oui, on se dit pour être un bon avocat dans tous les cas je suis obligé de le faire. Parce que on a une obligation de compétence et on peut pas se présenter à un client si on n'est pas au point, si on ne connaît pas l'actualité du droit sur lequel on est saisi. Oui, comme un médecin qui ne serait pas au courant des derniers traitements qui sont sortis. Tout à fait. Donc c'est vraiment c'est un devoir et c'est une faute de ne pas le remplir. Donc après ça devient c'est intéressant cette troisième option et ça devient un plaisir. Oui. Parce que quand on fait justement cet effort de s'arrêter quelques heures, c'est un plaisir parce que on décrypte avec des experts, justement, on prend le temps de décrypter des choses qui peuvent paraître des fois très nébuleuses. Oui. On échange et je vous dis, parfois ça peut débloquer des dossiers sur lesquels on est bloqué depuis tout seul dans son bureau et finalement d'échanger soit avec des confrères, soit avec le formateur sur justement une problématique. Et là, paf, tout de suite là on a gagné quasiment 6 ou 7 heures de recherche jurisprudentielle parce que finalement on a la clé. Oui. Donc ça peut et c'est toujours un plaisir d'échanger. Pourquoi ? Parce qu'on a un métier qui est difficile dans le rythme, difficile dans la charge de travail, et c'est aussi mentalement et psychologiquement un certain réconfort aussi d'échanger avec des confrères et de s'apercevoir, de pas être seul, oui. Et de s'apercevoir que finalement le ressenti qu'on a parfois en disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que cette journée-là je vais pouvoir assurer toute la semaine, etc. Finalement de voir que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Oui, j'ai des collègues qui vivent à peu près la même chose. Donc ça donne une force. Oui. En général, on sort de la formation avec une force supplémentaire. Alors, avocat, acteur d'une justice efficace, ça c'est le thème du coup qui a été retenu pour le congrès cette année. L'idée c'est quoi ? C'est de vous demander comment vous, avocat, vous pouvez faire en sorte, on va dire, que la justice soit plus rapide, plus accessible, plus efficace. Oui, alors c'est effectivement ça, c'est-à-dire que sur les différents thèmes que vous avez rappelés tout à l'heure, c'est de voir comment avec les instruments juridiques qu'on peut avoir. Donc par exemple, il y a une formation sur le règlement amiable. Donc c'est des nouveaux outils qui notamment il y a une réforme en juillet de cette année sur le règlement amiable, et bien de voir comment explorer tous les outils. Okay. C'est ça la justice efficace. Enfin, le rôle que peut avoir un avocat dans l'efficacité de la justice, c'est d'explorer tous les outils qui existent pour justement aboutir au résultat escompté par le client. Oui, un avocat qui travaille bien et qui est efficace, c'est évidemment en bout de chaîne une justice qui est plus rapide, forcément. Ouais. Exactement. Donc avec le conseil adéquat, donc par exemple, effectivement, si un avocat, je reprends l'idée du règlement amiable, voit que c'est une possibilité de sortie d'issue, on va dire, plus courte,
un circuit plus court dans certaines configurations. Alors tous les dossiers ne s'y prêtent pas au règlement amiable, mais en tout cas parfois c'est le cas. Et bien finalement ça peut être, on peut gagner peut-être 6 mois, 1 an de procédure parce que finalement on a bien orienté le dossier. D'accord. Il y a beaucoup de sujets qui sont au programme: droit de la famille, droit du dommage corporel, droit de la sécurité sociale. Je vais pas faire la liste complète parce que c'est assez long. Et alors passage obligé aussi en ce moment. J'ai l'impression que dès qu'il y a un congrès ou en colloque, on parle d'intelligence artificielle. Oui. Vous parliez de nouveaux outils il y a quelques instants, oui. Christine Charlot. À quel point l'IA est en train aussi de bousculer votre métier d'avocat finalement? Alors l'IA, c'est très important d'être formé et finalement conscient de ce que permet l'intelligence artificielle. Voilà, de ce que permet l'intelligence artificielle et aussi des limites. Ouais. C'est important parce que on est dans une ère aussi de protection des données. Ouais. Donc ce que l'IA peut justement générer en termes de protection des données, justement déborder et être incompatible aussi avec la protection des données. L'IA est capable, et c'est là aussi, c'est un outil qui est très intéressant et qui peut faire gagner beaucoup de temps de travail. Néanmoins, le contrôle et la vigilance est essentiel parce que, par exemple, l'IA est capable de créer des décisions juridiques. D'accord. Judiciaire. Ouais. Donc il y a j'ai une consoeur qui me racontait que elle s'était rendue compte dans des conclusions adverses que finalement il y avait 4 jurisprudences qui étaient citées qui n'existaient pas. Oh. Voilà. Donc c'était l'intelligence artificielle qui les avait inventées. Qui les avait nécessairement donc avec une date, avec une juridiction, avec un numéro de référence, et donc et forcément qui collait parfaitement à la situation de la partie adverse pour argumenter sa position. Et finalement, elle s'est rendue compte que non, c'était et donc c'est là où l'avocat doit être vigilant. C'est là où l'intervention de l'humain, bien sûr, est importante. C'est-à-dire qu'on peut plus dire, maintenant c'est l'IA peut tout faire, etc. Ça peut être un gain de temps si c'est bien utilisé, d'où la nécessité d'être formé, d'être bien formé, de savoir comment l'utiliser pour justement éviter les déviances, éviter les pièges de j'ai trouvé une jurisprudence, mais en fait cette jurisprudence n'existe pas. Ouais, il faut pas oublier que c'est un outil et il faut savoir s'en servir, connaître évidemment tous les avantages, mais aussi toutes les limites. Vous parliez de protection de données il y a quelques minutes, Christine Charlot. Il y a aussi un vrai sujet sur faire attention à ne pas mettre en ligne, à ne pas uploader dans je ne sais quelle intelligence artificielle comme ChatGPT des informations personnelles, sensibles, parce qu'on ne sait pas à la fin comment est-ce qu'elle pourrait être utilisée. Voilà, donc c'est pour ça que là aussi dans la limite, c'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention d'anonymiser l'ensemble des documents qui sont téléchargés éventuellement sur le site, sur un logiciel IA. Donc c'est vrai que maintenant il y a la plupart des documentations juridiques qui sont connues de la place, comme LexisNexis, etc. Ils ont tous une partie intelligence artificielle, mais ça n'exclut pas cette vigilance. Et effectivement, nous, on a l'obligation aussi d'être conforme à la réglementation RGPD pour justement, comme vous le disiez, éviter toute fuite et retransmission de données qui nous échappent complètement sur le web. Sur le format du congrès, je le disais, donc ce sont les écoles des avocats d'outre-mer et de Corse qui organisent l'événement. Donc il y a la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Réunion, Mayotte et la Corse. Pourquoi tous ensemble, Christine Charlot? C'est quoi l'intérêt de réunir des écoles d'avocats qui travaillent dans des territoires différents finalement? Alors, on se regroupe par rapport à cette spécificité outre-mer et Corse où effectivement on a des problématiques. On est des territoires pas très grands. On a aussi des spécificités outre-mer et qui sont parfois communes aussi avec la Corse, d'où cette idée de rassembler l'outre-mer et la Corse. Donc après, c'est vrai que l'idée de ce congrès, donc chaque année le lieu du congrès change. Donc aujourd'hui, c'est l'école des avocats de Guyane qui
qui organise, enfin qui reçoit. Mais c'est vrai que, par exemple, on a tout de suite eu les présidents des écoles d'avocats de la Réunion, de Guadeloupe et de Martinique qui dit voilà, on est là, on organise ensemble et voilà, on est à disposition pour aider. Donc c'est vraiment une organisation, on va dire, solidaire. Oui, oui. Et qui permet aussi de créer du lien. Alors c'est vrai qu'on est aussi peut-être face aux écoles d'avocats qu'il peut y avoir dans l'Hexagone. Dire, alors voilà, on n'est pas en concurrence. C'est juste pour dire qu'il y a aussi parce que c'est vrai que les besoins de formation en fonction du territoire sont pas forcément les mêmes. Et oui. Donc c'est vrai que chaque école, et c'est pour ça c'est important qu'on ait une école des avocats en Guyane parce que ça permet d'adapter la formation aux besoins. Oui. Donc effectivement, après, bon, il y a des formations même en ligne qui sont accessibles avec la métropole, mais forcément, on n'est pas toujours raccord. Et c'est vrai que souvent les formateurs essaient aussi de s'adapter à la spécificité du territoire. On parle de spécificité justement quand vous discutez avec des collègues avocats qui travaillent à Mayotte, à La Réunion, n'importe où ailleurs dans les autres territoires d'outre-mer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même beaucoup de spécificités qui sont communes, des mêmes difficultés en fait que vous rencontrez les uns et les autres? Oui, alors on a certaines spécificités, c'est vrai, sur on va dire sur des décalages, sur une justice qui est parfois au ralenti. Bon, par exemple, Mayotte a beaucoup de difficultés sur qui a été sinistré. Donc il y a eu au niveau de la justice, oui, ça a été extrêmement compliqué. Donc on a notamment, par exemple, sur les problématiques de l'asile. On a des spécificités identiques parce qu'on est, par exemple, Mayotte et la Guyane, on est en vidéo audience. Oui. Donc ça permet aussi d'échanger, de savoir comment ça se passe sur ces vidéos audiences pour accompagner au mieux les requérants dans ce système. Donc voilà, c'est des pratiques qui sont appliquées de manière identique à différents territoires. Donc après, on a aussi parfois le turnover des magistrats, qui est national, mais disons qui se fait sentir encore plus quand même dans les outre-mer et Corse. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que souvent on dit moi j'ai ça y est, on a telle personne et qui vient de quitter la Guyane et qui est parti dans un autre territoire. Voilà, donc on échange aussi sur tous ces sujets-là. Voilà. Et vous continuerez d'en parler puisque le congrès va durer encore quelques jours. Merci beaucoup Christine Charlot d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. Je rappelle donc bâtonnière de Guyane. Très bonne journée.